L'histoire des centres hospitaliers universitaires, bien sûr, m'a touché personnellement dans la mesure où j'étais jeune, jeune agrégé, pas encore chef de service, et que la création des centres hospitaliers et universitaires a abouti à ce qu'on a appelé une sorte de fusion des carrières hospitalières et universitaires, et que pour les gens de ma génération, c'était évidemment une chance. Mais au-delà de ces considérations personnelles, ce qui m'a beaucoup intéressé dans les centres hospitaliers et universitaires, c'est le fait que quelques années plus tard, en tant que parlementaire, en tant que sénateur, j'ai pris avec un de mes collègues, Franck Seruscla, l'initiative d'une proposition de loi sur la protection des personnes dans la recherche biomédicale. Quel est le rapprochement que je peux faire entre ces deux vies, une vie d'hôpital universitaire et parallèlement, puis successivement, une vie parlementaire. C'est parce que la recherche qui jusque-là était faite dans les centres hospitaliers était une recherche qui était peu reconnue et qui était quelquefois vue par l'opinion, soupçonnée de pratiques qui étaient non scientifiques et inacceptables du point de vue d'éthique. Et au fond, cette conjonction entre l'existence des centres hospitaliers et universitaires et la loi dite loi du 20 décembre 1888 de protection des personnes dans la recherche a fait sortir de la clandestinité les recherches qui étaient faites dans les hôpitaux. Je m'explique, les centres, la loi a prévu non seulement le consentement des personnes qui participent aux recherches, mais aussi des dispositions qui ont d'abord surpris et qui en ont agacé plus d'un. C'était l'obligation faite aux promoteurs et aux investigateurs, à celui qui avait l'initiative de la recherche clinique et à celui qui mettait en œuvre les pratiques de recherche et d'essai, une déclaration au directeur de l'hôpital, charge à lui d'en faire part aux pharmaciens de l'hôpital. Et ça a constitué une sorte de révolution qui a été mal vécue par certains médecins hospitalo-universitaires qui ont considéré que la loi les contraignait à une sorte de dépendance par rapport à l'autorité administrative. Heureusement, les choses ont quand même quelque peu évolué depuis. Donc pourquoi informer le directeur alors que ça n'a rien à voir avec ses responsabilités administratives, sans du tout prendre en considération la responsabilité qui était celle du médecin investigateur, mais qui était aussi la responsabilité de l'établissement hospitalier dans lequel ces recherches pouvaient se développer. Donc, un des arguments qui m'avait été opposé de la part de ces médecins hospitaliers, c'est que désormais, les recherches, le financement des essais cliniques à l'hôpital, qui jusque-là étaient assurés peu ou prou par l'assurance maladie, qui ne savait pas qu'elle participait, qui n'était pas censée tout au moins savoir qu'elle participait au financement de ces recherches cliniques, mes confrères et collègues me disaient, mais du coup, l'assurance maladie va retirer ses moyens financiers et ce sera la catastrophe. Et c'est là où le fait que dans les textes fondateurs des centres hospitaliers et universitaires, trois missions apparaissaient, les soins, l'enseignement et la recherche, j'ai été amené à rappeler à mes collègues que dans la triple mission, il y avait la recherche. Et que la recherche clinique, à l'époque, n'avait aucun indicateur, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas apparaître dans les budgets hospitaliers les financements de la recherche, pour la bonne raison que ces recherches étaient insolites et non connues de l'administration. Et je me souviens très bien avoir dit face à des contestations qui par moments ont été assez vives, qu'il paraissait impossible, impensable que l'assurance maladie décide de refuser ce qu'elle finançait sans le savoir, alors même qu'on lui proposait à travers la loi une transparence qui a abouti à ce qu'on a appelé depuis les programmes, les PHRC, c'est-à-dire les programmes hospitaliers de recherche clinique, qui maintenant sont admis et appréciés, même si on trouve toujours que les financements des PHRC sont insuffisants. La question et le risque avaient été évoqués du fait du risque de délocalisation finalement de la recherche clinique en France. Pourquoi? Parce que cette loi française a été une première mondiale. Et que mettre en place dans un pays de l'Union européenne, à plus forte raison au plan plus largement international, mettre en place un encadrement par la loi, c'est-à-dire des contraintes,
Alors qu'il n'y avait pas de contraintes dans les pays voisins, le risque qui était évoqué et brandi par certains chercheurs consistait, entre autres, à voir partir de France des essais cliniques qui étaient pourtant indispensables. Mais très rapidement, les autres États, en particulier non seulement de l'Union européenne, mais à travers ce qu'on appelle le Conseil de l'Europe, qui a des attributions en matière de droits de l'homme, de défense des libertés. Le Conseil de l'Europe s'est rapidement inspiré de l'exemple français, d'où des textes législatifs ou réglementaires qui ont en tout cas prévenu ce risque de transfert de la recherche dans des pays où il n'y avait pas de contraintes, mais sans qu'on puisse pour autant assurer la qualité des recherches. Et simultanément, l'Ordre national des médecins, qui était très attentif à la loi et à ses conséquences, m'avait fait savoir que on constatait une amélioration de la recherche clinique, qu'on pouvait d'ailleurs difficilement comparer avec ce qui se faisait avant, puisqu'avant on en ignorait beaucoup. Donc il y a pour les aspirateurs des recherches, les promoteurs et les praticiens de la recherche, une sorte de garde-fou, d'une part pour certaines pratiques, mais aussi pour des exigences de qualité. Quand on devait soumettre à un comité, à une instance d'évaluation, et ensuite à l'autorité administrative, des projets de recherche, on n'allait pas présenter des projets inconséquents, sans qu'il y ait d'expérimentation préalable, de prérequis. Donc on risquait de présenter, on risquait de mettre en œuvre des projets de recherche insuffisamment travaillés, d'où une élévation d'un niveau d'exigence et par là même du niveau moyen de la qualité. Et depuis, je crois que cette évolution a été largement confirmée. L'origine, elle est évidente et la référence première, c'est la déclaration de Nuremberg. La déclaration de Nuremberg, le procès de Nuremberg, les expérimentations chez l'homme épouvantables et qui ont laissé quand même une marque indélébile dans l'esprit humain. Donc tout ce qui touche à l'homme et aux pratiques chez l'homme constitue un point extrêmement sensible et nécessite qu'au-delà de l'éthique, la loi intervienne. La déclaration de Nuremberg est un texte qui a affirmé, d'une part, qu'il était licite de faire des recherches chez l'homme à une condition absolue, qui est celle du consentement et de la liberté. Et au fond, ce principe, quand on l'a mis dans la loi, après que la loi droit des malades lui donne une portée plus générale, mais quand on a mis dans la loi de 188 l'obligation du consentement, je peux vous dire que même de la part des médecins, ils se posaient la question de savoir si on pouvait recueillir le consentement dans un contexte dramatique tel que celui de traitement, de prise en charge dans des protocoles d'essai pour le progrès thérapeutique d'enfants atteints de cancer. Et là, il y avait confrontation entre ce principe du consentement et son application, dans la mesure où certains considéraient qu'il était inhumain de chercher à recueillir le consentement éclairé de personnes dans cette situation dramatique.